Du 14 au 24 janvier au Théâtre Cercle Molière, ne manquez pas Cet été qui chantait, inspiré du livre de Gabriel Roy. Un voyage poétique en images, en musique pour tous les publics. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. On est donc parti pour, je crois, peut-être l'une des émissions les plus explosives de discussion sociologique avec Paul, parce que aujourd'hui, on a Wissam qui est avec nous, Paul aussi est là, James aussi est là, je suis là, et on aura une discussion sur un sujet qui généralement suscite beaucoup d'intérêt. Ça va barder, franchement. Ça va barder. Oh, ça fait longtemps que j'ai entendu ce mot-là, c'est intéressant. Justement, on va parler des sports. On va parler des sports, et les sports, c'est un sujet qui fait que tout le monde est sur, est aux aguets ou est prêt à bondir. Messieurs, bonjour. Bonjour Paul, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et vous? Ça va super bien, j'ai hâte qu'on commence. Bonjour. Bonjour monsieur. Moi je vais arbitrer à cause de mon objectivité sociologique. C'est un match qui va arbitrer. C'est un match, ok. Tout le monde vous devriez voir les regards dans le studio. J'aimerais pas jouer contre Wissam parce que là tout le monde se regarde non plus, hein. Tout le monde se regarde avec les flèches. Peut-être c'est moi l'arbitre. Flèches. Toi l'arbitre, je pense pas. Parce que on a vu James pendant la qualification de la Coupe du Monde, il était en mode quand son pays s'est qualifié, il était donc oui. Mais en tout cas messieurs, c'est une belle thématique et je pense que on pourrait aller un peu partout avec ce thème-là. Est-ce que je peux faire une petite introduction du sujet pour juste expliquer à peu près ce qu'on va parler? Bien sûr. Bon, on dit c'est discussion sociologique, mais le sport, c'est un phénomène sociologique. Donc, le sport, surtout dans le nouvel ère qu'on vit, est devenu un phénomène qui influe. Il y a beaucoup de partisans, beaucoup de fans de sport, et les compétitions deviennent de plus en plus, on va dire, très très relevées. Et ça attire beaucoup d'engouement et ça fait en sorte que le sport devient un phénomène de pression sociologique, politique, économique. Il y a beaucoup d'enjeux financiers et même politiques. C'est pour ça que je dis que beaucoup d'États font en sorte d'utiliser ce sport pour acheter la paix sociale, on dit. Pour que leur équipe, par exemple, si leur équipe arrive à gagner une grande compétition, peuvent éventuellement avoir un peu de paix sociale, un peu maquiller la réalité que vivent les gens par la victoire ou le fait que l'équipe gagne. Donc c'est ça à peu près dont on va discuter aujourd'hui. La problématique, c'est que les sports influe-t-elle justement sur influe-t-elle, enfin les sports en général, sur des décisions de vie et des décisions politiques, des décisions économiques. C'est ça l'enjeu de cette discussion. Les décisions politiques et économiques s'invitent-elles dans le sport aussi? Je peux dire dans les deux directions. Absolument. Donc par rapport à ça justement, on a notre expert, nos experts sociologues ici, parce que James aussi est l'expert attitré avec Paul. Bien sûr, les deux se chevauchent un peu dans ce partage de connaissances là. Messieurs, pour vous, par rapport à une approche sociologique, comment est-ce qu'on pourrait décrire l'activité sportive ou le sport lui-même tel qu'il est aujourd'hui vu dans la société? C'est une bonne question. Je vais continuer avec l'introduction que nous a fait Wissam. Tu as tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, d'autant plus que actuellement, c'est que le sport concernait 50% de la population, les hommes. Maintenant, c'est les hommes et les femmes. Regardez l'émergence des sports féminins, au hockey, mais dans plein d'autres domaines. Même pour les enfants. Dans la boxe. Même etc. pour les sports scolaires. Exactement. Donc, c'était déjà un phénomène sociologique, mais qui touchait la moitié de la population. Et maintenant, c'est vraiment généralisé. Moi, la question, je la reprendrai en termes d'un point de vue fonctionnaliste. À quoi sert le sport? Et on peut remonter, James, tu me guideras dans cette dimension plus historique, mais on peut remonter aux Romains, aux Grecs et aux Romains, voilà. Et la naissance des Jeux Olympiques. Oui, avec les Grecs. Mais quelle est la fonction du sport et des Jeux?
Non, pardon. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. C'était une devise romaine, c'est-à-dire que pour calmer les populations, on faisait des jeux. Des attractions. Des attractions, des arènes avec les gladiateurs. Absolument. Aujourd'hui, les gladiateurs modernes, c'est qui? C'est les joueurs. C'est les joueurs de foot. Mais surtout le football américain, par exemple, qui se rentrent dedans, tout ça, et tout le monde applaudit. Alors, il n'y a pas eu une grande évolution seulement. Il y en a eu une sur le plan technologique, mais sinon, c'est la même fonction que remplit le sport. Absolument. Le sport. C'est-à-dire de calmer, effectivement, la population civile, et de lui donner une certaine distraction, justement, pour ne pas parler des vraies choses. Oui. Pour ne pas parler des vraies choses. Les vrais problèmes. Voilà. C'est pour acheter la paix. Pour sociale. acheter la paix. Ouais. Donc, c'est, et je pourrais dire aussi, moi, sur un aspect beaucoup plus global, c'est un instrument géopolitique. Parce que les pays, les décideurs utilisent le sport, bon, toujours dans ce contexte de paix Et c'est malheureux sociale. de le dire, entre parenthèses, parce que le sport, normalement, il véhicule des valeurs de justice, d'humanisme, oui. De rassemblement des surtout peuples. Surtout dans les Jeux olympiques. Exactement, de rassemblement des peuples, de se dépasser par et gagner par vraiment gagner quelque chose ou gagner un trophée par la sueur de son front. Et au-delà des catégories sociales, politiques et etc. Donc, c'est au-delà de ça. Absolument. C'était le but. Et c'est un tremplin de réussite, parce qu'on voit par exemple, des joueurs qui réussissent comme Ronaldo, Messi, qui viennent d'un milieu social très, très, très modeste, et puis ils deviennent maintenant très, très riches. Donc, c'est vraiment des tremplins de réussite également. Je te laisse continuer, oui, James. Oui, tout à fait. C'est un instrument géopolitique, mais il y a cet aspect d'ascension sociale là dont tu as fait mention, avec des joueurs qui viennent de milieux assez pauvres, si on peut le dire, comme Messi ou Cristiano Ronaldo, d'autres encore, surtout des joueurs brésiliens dont on connaît un peu l'origine de certains de ces joueurs. Et c'est aussi juste pour tous les sports, hein, parce qu'on on prend le basket, Michael Jordan, on prend le hockey, quand on prend le golf avec Tiger Woods, tous viennent de milieux très 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 pauvres. Oui, et puis sur le plan politique, je dirais que les joueurs, que ce soit dans le football, le soccer qu'on connaît ici, donc ces joueurs-là sont utilisés parfois à des fins politiques ou à d'autres fins, soit de ramener la paix sociale, surtout dans les pays où il y a des conflits. Et généralement, on utilise ces joueurs-là pour faire passer des messages, donc qui sont désignés ambassadeurs de telle organisation. Donc c'est vraiment un instrument. Donc peut-être que je peux partager une anecdote avec vous, puisque j'ai vécu ça en 2004. Il y avait de la violence en Haïti, beaucoup de violence armée. Et il y avait une force internationale, c'est la première mission d'opération de maintien de la paix en Haïti. Et puis, culturellement, les Haïtiens n'acceptent pas la présence de militaires étrangers sur leur territoire. Et pour faire accepter la mission, il y avait l'équipe du Brésil avec toutes ces vedettes qui étaient venues à Port-au-Prince pour jouer avec la sélection nationale. Il y avait le secrétaire général des Nations Unies. Il y a un message derrière. Il y avait tout était là. Et à chaque but du Brésil, c'était un match qui a terminé par 6-0 en faveur du Brésil, avec Ronaldinho qui a marqué un triplé, avec Ronaldo, Roberto Carlos, tout le monde était là. Et le stade, à chaque but du Brésil, tout le monde applaudissait. Il y a l'écrivain Dany Laferrière dans l'un de ses romans, et Tout bouge autour de moi, qui a rapporté une partie de cette histoire-là. Donc, après, c'est anecdotique. Hein? Tout le monde était content parce que c'est le Brésil, tout le monde est fan du Brésil, donc on accepte l'occupant. Justement, par rapport à ça aussi, par rapport à la même chose, mais moi j'ai vécu aussi la même chose, mais d'un point de vue, je dirais, où le sport a été un facteur qui a sauvé des vies. Au contraire, par rapport à ça, c'était plus par rapport à l'acceptation. Chez moi, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a eu la guerre civile de 2000,
je dirais de 2002 à 2010, si je peux le dire ainsi, mais c'était pas une guerre qui était vive. C'était une guerre qui était dans certains lieux, le nord et le sud. Et on a eu l'avènement où le joueur célèbre ivoirien qu'on connaît tous, Didier Drogba. Et à l'époque, il était très célèbre à Chelsea, à Marseille et tout le reste. Et il pouvait jouer pour la France et il a décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire. Et pendant une campagne où les Ivoiriens ne pouvaient même pas jouer sur leur sol parce qu'il y avait la guerre, ils étaient obligés de jouer les matchs à l'extérieur et on a joué. Et pour la toute première fois, le peuple était à un match de la qualification pour le mondial, pour la Coupe du Monde, la toute première fois. Et ce jour-là, lui, quand ils sont qualifiés pour le mondial, avant d'abord le match, les joueurs ont pris le micro parce qu'il y avait un président qui s'autoproclamait président au nord et un autre qui s'autoproclamait président au sud. Donc, lui et les autres joueurs, lorsqu'ils ont gagné le match, dans le vestiaire, ils ont fait venir les caméras, pas les caméras ivoiriennes, mais les caméras du monde entier, étrangers qui étaient là, dans le vestiaire. Ils sont tous mis à genoux sur le sol, et lui, il a pris le micro pour dire que eux, ils se sont battus pas pour le nord de la Côte d'Ivoire ou le sud de la Côte d'Ivoire, ils se sont battus pour toute la Côte d'Ivoire, et que eux, si les présidents décident de comment on appelle ça, de mettre la balle à terre au moins pour quelques mois, eux, ils rentreraient tous en Côte d'Ivoire, les joueurs qui ont qualifié la Côte d'Ivoire pour le mondial, pour qu'on puisse célébrer ensemble. Donc, il appelle la Côte d'Ivoire du Nord et du Sud à se mettre ensemble pour apaiser les tensions, pour que eux, ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire célébrer pour la première qualification mondiale. Et je te jure, c'était après environ 6 ans de guerre sanglante, sans pause. Le président du Nord a reçu l'équipe nationale, le président du Sud les a reçus. Le peuple a eu au moins 1 an ou 2 ans de paix. Et après ça, les négociations ont commencé à se faire. Du coup, actuellement, quand tu parles de la résolution de la crise, tout le monde, généralement, même sur Internet, si tu tapes, est-ce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a arrêté la guerre civile en Côte d'Ivoire? Tu diras que oui, parce que c'est ce geste-là qui a posé les bases de la réconciliation, en fait, entre le Nord et le Sud. Et c'est ce qui fait, absolument, je suis d'accord avec toi, c'est ce qui fait la force du sport et des stars de sport qui doivent prendre position. Et souvent, c'est des positions politiques. Ils doivent s'engager. Il y a beaucoup d'hommes politiques, comme tu dis, la notoriété pousse un peu. On voit, par exemple, Georges Weah qui devient président du Libéria. On voit Eto'o qui devient président de la fédération. On voit Michel Platini qui est devenu président de l'UEFA. Plutôt. Et puis voilà, c'est des anciens stars de football. Leur notoriété leur permet d'embrasser une carrière politique par la suite. Et le peuple, vu leur popularité, ils ont une certaine légitimité et le peuple croit en leur discours. Voilà. C'est-à-dire ils arrivent à transcender des populations et à faire en sorte que ces populations puissent changer un avis ou suivre un avis. En tous les cas, ils ont cette notoriété. On voit Zidane quand crie. Vous vous souvenez quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98, le peuple criait aux Champs-Élysées, partout en France, à Marseille, criait Zidane président. Donc tu vois, c'est tellement qu'un joueur, quand il arrive à faire gagner son équipe, il est même propulsé au rang de président, de roi, de king. Ça, c'est le côté émotionnel. Oui, le côté émotionnel du sport, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais c'est parce que Zidane ou tous les autres sont des rassembleurs et la fonction du sport, c'est de rassembler les gens, de créer la cohésion sociale. Avec les 2 exemples que vous avez donnés, messieurs, c'est quand même incroyable comment ça a changé la dynamique de violence interne de la société pour créer cette cohésion face à un ennemi qui n'est plus interne, qui est à l'extérieur. Donc, nous devons, le message derrière, nous devons nous unir et non pas s'affronter à l'interne parce qu'il y a des menaces externes. Vous voyez? Et le sport est une façon pacifique de, je dirais, de mimer, de réinterpréter la dimension guerrière d'une société. Vous voyez? Parce que c'est des drapeaux qu'on prend. On prend un drapeau de telle région, un drapeau de tel pays contre telle autre région, tel autre pays. Mais on le fait d'une façon amicale, avec des règles très strictes quand même. Exactement. Malheureusement, Oui. C'est ça le. On va arriver à ça. On va Il y a arriver un à peu ça. quand je vais pas encore en parler, mais c'est ça
actuellement, le sport, la politique s'est introduite dans le sport. Et c'est ce qui a perverti un petit peu le sport actuellement dans des décisions qu'on a vues dans la FIFA. Mais c'est normal, puisque le sport s'introduit dans le politique, la politique va s'introduire dans le sport. Absolument. C'est Bien sûr. Justement, par rapport à, tu avais parlé de Zidane. Zidane, c'est le seul, je dirais, le seul être humain dans le sport qui fait perdre une finale de Coupe du Monde à son pays. Et tout le monde dit, personne lui en veut. T'inquiète pas, c'est Zidane. Si Zidane a tété, c'est qu'il a le droit de faire logique. C'est le seul joueur qui a fait perdre la finale à son pays. Et le pays dit, on ne lui en veut pas. C'est pas grave, c'est Zidane. Moi, je lui en veux. C'est-à-dire, Zidane, c'est la légende à pas toucher. On a eu l'ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui était poursuivi de beaucoup de chefs d'accusation. Oui, corruption, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, qui était poursuivi pour non, moi c'est pas oui, mais c'est pas le Sepp Blatter, moi c'est on le voit un peu la perversion, je veux dire, c'est l'argent sale qui rentre dans le sport. Et il était poursuivi par beaucoup de chefs d'accusation qui n'ont pas réussi à le faire partir de son poste. Il a juste dit une seule phrase contre Zidane. Le lendemain, il était destitué. Je sais pas si tu te rappelles, Wissam. Je me rappelle. Et oui, parce que Zidane, lui, il veut être entraîneur de la France. Et il a dit, des mots que je vais pas dire ici, mais il a dit en tout cas des mots pas gentils qui sont retrouvés dans la presse. Un jour ou 2 jours après, bam, il a disparu. Zidane, il est intouchable. C'est l'une des légendes avec Ronaldinho, Ronaldo, je sais pas encore dans quels autres sports, comme Jordan aussi. Je pense que Jordan aussi, il a un statut vraiment intouchable. Un des plus grands sportifs de tous les temps, c'est ça. Les GOATs, on appelle ça les meilleurs joueurs ou les meilleurs sportifs de tous les temps. Exactement. On a Tiger Woods dans le golf, on a plein dans le tennis, on a Roger Federer ou Nadal, on a plein de personnalités de sportifs et sportives. Il faut inclure également la gente féminine dans ça, qui font rayonner les sports partout dans le monde. On le voit aussi maintenant, le soccer féminin prend de plus en plus de célébrité, d'engouement. Donc ça c'est de bon augure pour le. Et une dame qui a dit qu'avant on connaissait pas le nom des joueuses féminines, mais maintenant, moi je peux t'en citer 10 faciles sans réfléchir. Donc la brésilienne Marta, je peux en citer par exemple Diani qui joue au PSG, on peut en citer Alisha Lehmann, Melchi Dumornay qui Aitana Bonmati aussi, 5e ballon d'or, Alexia Putellas. Exactement, il y en a plein. Ça veut dire que même les hommes maintenant commencent à s'intéresser au sport féminin, mais aussi ça m'amène à la ballon d'or féminin aussi. C'est elle justement que j'ai dit, Aitana Bonmati, 5 fois ballon d'or d'affilée. Elle a gagné avec Lionel Messi, elle a gagné avec Rodri, elle a gagné avec tous les autres, elle a gagné avec eux. Aussi, ça me mène à une autre question pour Paul. Justement, quand le sport confère ces statuts d'intouchables à ces personnes-là, est-ce que justement, Wissam avait évoqué ce relativement intouchable, quand le sport confère ces statuts de relativement intouchables à ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là ne deviennent pas des outils de manipulation? On a tout de suite dit, moi et James, par rapport à des stars qui ont aidé à résoudre certaines guerres, mais par exemple, on a parlé de la politique qui s'infiltre dans le sport et le sport qui s'infiltre dans la politique. On a parlé de George Weah, par exemple, président, d'autres personnes. Mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas le fait que dans la manipulation, par exemple, des instances, on puisse essayer d'attirer ces athlètes-là ou de les associer avec des images pour manipuler l'opinion publique, justement? Oui, bien sûr, ça va de soi qu'il y a une manipulation, mais moi je pense que d'un point de vue de la fonction du sport et des sportifs en société, objectivement, c'est pas nécessairement de la manipulation. Pour les acteurs sociaux, bien sûr qu'on veut être à côté de Zidane, on veut être à côté de Guy Lafleur, parce que vous parlez tout le temps du sport en Afrique et en Europe, mais il y a du sport en Amérique aussi. Hein? Oui, en Amérique. Alors, oui, on a parlé de basket. Hockey, il y a Guy Lafleur, il y a Maurice Richard, qui deviennent des héros du peuple. Ce sont des modèles d'abord, ce sont des modèles de comportement. Maurice Richard, vous savez, il y a eu, j'ai oublié la date, excusez-moi, mais Maurice Richard était peut-être le plus grand joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey. Et à un moment donné, il s'était pris contre le secrétaire de la Ligue. Et il y a eu une émeute à Montréal parce que Maurice Richard avait reçu une pénalité qui n'était pas... en tout cas...
Oui. qui n'était pas méritée. Une sanction non méritée. Et tout le peuple canadien-français s'est mis derrière Maurice Richard. Solidaire avec l'athlète. Pourquoi? Parce que l'arbitre, à l'époque, il y avait ce conflit, comment dire? Cette altercation entre eux? Entre les Anglais et les Canadiens-français. Voilà. Et l'arbitre était anglais. Il était anglophone. Donc, il y a eu, et le président de la ligne était anglophone. Donc, il n'y avait pas de guerre ouverte. Il n'y avait pas l'armée canadienne-française, mais on a réglé le conflit sur la glace. Sur la glace. Et le peuple est sorti dans les rues. Ils ont fait l'émeute à la suite de Maurice Richard. Et donc, quand on dit ce sont des héros, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des modèles de comportement c'est pour ça que la société propose. Vous voyez? Et quand vous dites ils sont intouchables, ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que la société fait des choix comme ça, que ce soit Maurice Richard, Guy Lafleur, etc., pour valoriser certains comportements. Absolument. Et même quand on dit ce sont des modèles de comportement, il y a eu des athlètes, des stars qui ont un peu vrillé du côté obscur et qui n'ont pas... par exemple, il y a eu des scandales avec des athlètes qui ont fait des trucs pas bien dans la société. Donc, ça a été un peu la déception généralisée de ceux qu'ils admiraient. Donc, ils doivent être des exemples dans la vie comme sur le terrain. Exactement. On dit ça pour des exemples, pour des enfants, quand ils font des compétitions. C'est pour ça que les compétitions doivent être selon les règles, parce qu'on est là pour pousser les jeunes à pratiquer un sport et on devrait être des modèles. On ne devrait pas, par exemple, avoir un comportement sur un terrain, que ce soit le fair play, être des bons perdants. Ne pas être des mauvais perdants, c'est-à-dire quel que soit, si on perd avec honneur, c'est correct. Mais s'il y a traficotage un petit peu, s'il y a un petit peu d'arbitrage qui est un peu partisan d'un côté vers l'autre, ça, on est en train de nous tirer une balle dans le pied de ce sport et à vraiment créer de la tension. Et qu'on voit ça un peu partout maintenant actuellement sur les réseaux, donc c'est un peu justement, délicat. Je pense à faire une jonction entre ce que tu as dit et ce que Paul a dit, parce que Paul a dit que pour régler le problème, ils l'ont réglé sur la glace. Est-ce que c'est pas justement ce genre de choses qui manque, de régler les choses avec une honnêteté, une transparence dans le jeu? Et Wissam, je te pose on fera un tour de table, mais je commence par toi. Est-ce que tu penses qu'actuellement on manque beaucoup de transparence dans l'arbitrage? Bon, l'arbitrage c'est hypothétique, parce que l'arbitrage, c'est pas que les arbitres qui sont sur le terrain. Je parle de l'autorité qui est là pour équilibrer et veiller à l'équité des équipes. Pas que dans des équipes de sport, de football ou autre, même dans la boxe, dans tous les sports. Est-ce que vous pensez pas qu'on manque? Légitime. Exactement. L'autorité légitime. Est-ce que l'autorité légitime n'est pas l'autorité l'autorité n'a pas perdu sa légitimité? Exactement. Je dirais que les instances qui s'occupent de sport en manière générale dans tous les sports, je trouve que cette légitimité, elle est en train de perdre un petit peu sa valeur vis-à-vis du public, parce que c'est un peu, on va dire, ils essaient de camoufler ou donner. Je pense que ces instances deviennent de plus en plus puissantes et non sujettes à critique. C'est ce que je déplore. Parce que c'est pas parce que tu es une instance qui représente un sport qu'on pourrait pas te critiquer pour ta gestion, pour ta manière d'avoir organisé une compétition, pour ta manière aussi de désigner les arbitres dans des compétitions, entre parenthèses, quand des arbitres se font changer à la dernière minute. Ça, c'est entre les lignes que je fais passer ça. Ça, c'est quand même, ça reste un peu, on a le droit de se poser des questions quand même. Non. Ça remet en question. Ça remet en question un peu la valeur même de l'événement. Ouais. Oui. C'est sa légitimité. Ça, c'est totalement vrai. Oui. Ça devient, c'est comme si c'était des dictatures que t'as pas le droit de critiquer. Mais c'est truqué, ça devient truqué. Ça devient truqué. C'est comme si vous jouez au dé, au dé ou à la roulette. Ouais. Ça s'appelle la roulette, quoi. Ouais, la roulette. Ouais. Hein? Et vous allez au casino, vous jouez. Je vais jouer sur le rouge ou le noir, etc. Et que vous apprenez que elle est truquée. Elle est truquée. Vous n'allez jamais gagner. Vous n'allez jamais retourner. De ne pas faire des. Oui, absolument. Parce que on veut trancher.
on veut trancher certaines questions. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire, les éléphants qui vont gagner, ou c'est le Maroc? C'est l'Algérie. Alors voilà. Les sociétés entre elles doivent se hiérarchiser d'une façon ou d'une autre. Alors elles le font sur le plan mondial avec l'économie, mais il y a plein d'autres facettes de cette hiérarchisation-là. Et si on commence à falsifier la méthode par laquelle on veut se démarquer, se distinguer des autres, alors ça veut plus rien dire et le peuple s'en aperçoit et le peuple, il met beaucoup de cœur, vous voyez, et ça les décourage, quoi. James, tu penses quelque chose de ça? Ouais, je pense que c'est des préoccupations qui sont prises en compte parce qu'il y a un effort de prendre en compte toutes ces préoccupations. Bon, pour la faire mention de l'autorité légitime, concept cher à Weber. Et donc, au niveau des différents sports, il y a ce côté-là de prendre en compte les préoccupations, puisque on a vu dans le football, le soccer, donc avant il n'y avait pas le VAR. Maintenant, il y a le VAR. Et quand on parle d'autorité légitime, ça implique les différentes composantes de l'organisation du jeu. Il n'y a pas que les arbitres. Non. Les arbitres sont encadrés par d'autres comités ou conseils. Donc, mais c'est l'arbitre qui est la figure d'autorité, c'est l'arbitre. Oui, et puis il y a des comités d'éthique. Il y a des comités d'éthique, il y a des comités d'arbitrage. D'arbitrage, absolument. Oui, mais sur le terrain, sur la glace, où est l'autorité? C'est l'arbitre. C'est l'arbitre, mais par contre, dans certains sports, comme le soccer, et la décision de l'arbitre n'est pas finale parce qu'il y a le VAR. Mais c'est pas même quand il y a la VAR, la décision de l'arbitre est finale. Absolument. Parce que même quand il y a la VAR, elle n'est pas utilisée. Justement, on l'a vu au Maroc, la VAR, ça marche quand certaines équipes, ça marche pas. Donc, finalement, c'est... Moi, je vais tout régler avec votre foot, là. C'est un peu... Je vais tout régler. Vous savez comment faire? Faites comme les autres sports, le hockey, le football américain. Invitez la reprise vidéo. C'est la VAR, on a ça. Mais il faut l'appliquer. Il l'applique quand ça fonctionne pour certaines personnes. Justement. Et des fois même elle s'arrête pour des actions. Oh, la VAR n'a pas fonctionné. Pourquoi ça s'appelle la VAR? Vidéo assistance. J'avais pas compris. Excusez-moi. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas défini le terme. Je croyais que vous parliez de la région du VAR. Assistant referee. Le VAR dans le sud de la France. Je dis, mais qu'est-ce que le VAR? Non. VAR, vidéo assistance referee, c'est en anglais. C'est la vidéo qui assiste l'arbitre. Donc, si l'arbitre fait une erreur, donc il y a les personnes qui S'il y a une action litigieuse, en principe, on revient à la vidéo, mais malheureusement, pas souvent, pas quand ça arrange pas, quand ça arrange des équipes, quand ça arrange pas d'autres. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça, justement, la plus grosse conséquence de la politique qui s'invite dans le sport? Ce manque de justice, de transparence. Moi, quand je vois, par exemple, qu'il y a maintenant des présidents de fédérations sportives qui sont en même temps, ont la casquette de président de fédération et une autre casquette de ministre dans des gouvernements. C'est incroyable. Comme le nôtre, par exemple, nous, en Algérie, on a le président de la fédération algérienne, qui est président de la FAF, Fédération algérienne de football, et également ministre des Sports. Je trouve que c'est un conflit d'intérêts incroyable. Au Maroc, l'AGJA, le président de la Royal Fédération marocaine de football, il est président de la Royal Fédération et également ministre des budgets. Il y a personne qui peut occuper le poste à part eux? C'est ça, comme je te dis, c'est faire entrer la politique dans le sport et c'est ce qui fait en sorte que des décisions vont être prises par rapport à des affinités politiques, par rapport à des affinités mais c'est pas normal, ça devrait pas être. Ça devrait pas, mais ça existe malheureusement. Oui. Quand tu vois que la CAF, par exemple, elle n'a plus la Confédération africaine de football, celle qui gère le football africain, n'est plus gérée par les membres, les Africains. C'est la FIFA de Gianni Infantino qui dicte sa parole sur la confédération. On vient d'annoncer récemment, sans même consulter les présidents des confédérations africaines, que la Coupe d'Afrique allait changer de chaque 2 ans vers chaque 4 ans.
Et là, c'était la volonté de la FIFA. Et les Africains ont essayé de défendre le fait que nous, on n'est pas comme l'Europe, on n'est pas comme l'Amérique latine. On devrait avoir une Coupe d'Afrique chaque 2 ans. Oui. Il faut pas que ça change parce que sur notre continent, déjà, par sa grandeur superficie, c'est pas comme l'Europe. Les équipes déjà n'ont pas les moyens de se déplacer. Ils essaient de créer la Ligue des Nations africaines, mais ça va créer des problèmes de logistique, de transport, de moyens pour les fédérations de voyager dans un continent qui est vraiment, il fait quoi, trois fois l'Europe. Donc c'est comme en Europe, tu fais un vol de 1 heure, tu pars de Paris, tu vas à Londres, c'est même pas 1 heure. Tu vas de Londres à Madrid, c'est même pas 1 heure. Tu vas c'est juste des vols très très courts. Donc c'est possible d'organiser ce genre de compétition, mais en Afrique non. Aussi, moi j'aimerais évoquer un autre sport, par exemple le basketball aux États-Unis, où la NBA, qui est la National Basketball Association, qui se dit être le championnat mondial de basketball, mais qui n'est que le championnat des États-Unis. On a par exemple l'Amérique du Nord. D'Amérique du Nord, oui, justement parce qu'il y a le Canada, mais on exclut techniquement toutes les équipes du basket du monde entier. Donc, est-ce que quand une fédération a le monopole, et je te pose la question à toi, Paul, elle ne devrait pas plutôt penser à inclure les autres continents plutôt que de se fermer pour faire plus de profit? Mais ça, c'est simplement la prétention américaine de se devenir comme le monde entier. Les meilleurs, oui. C'est simplement ça. Dans le basketball, mais dans d'autres sports, par exemple, ils vont appeler on est les champions du monde, par exemple, au football américain. Non, au baseball, c'est la Coupe du Monde, the World Series. The World Series au baseball, c'est la même chose, mais ça se passe seulement aux États-Unis. Ça, c'est la prétention américaine, simplement. Donc, c'est-à-dire que là, on est plus limité. Le monde, c'est eux. D'accord, mais bon, si on sort de ça, moi je sors un peu de cette prétention américaine là. Moi je prends les Jeux olympiques. Avant de sortir de cette prétention américaine, revenons à l'organisation de la future Coupe du Monde. Quand on voit que le président de la FIFA, il va donner un prix Nobel ou faire une médaille de paix à Trump, ça c'est incroyable. Il faut pas prononcer ce nom. Pourquoi justement? Non, il faut prononcer. Les gens, il faut appeler les chats un chat. Pourquoi donner un titre honorifique alors que tu es une instance censée être impartiale, sportive? Tu n'as pas à rentrer dans. Pourquoi il n'a pas donné aussi? Donc s'il avait donné ça à Trump, il aurait dû donner la même chose. Si c'était juste pour vous remercier, donc il aurait dû donner à Mark Carney aussi, parce qu'on organise également ici au Canada la Coupe du Monde, et au président du Mexique également. Donc il faut être juste. Donc le fait de donner juste à un pays, et puis on voit ça aussi dans la manière de gérer les visas pour les futurs participants à la Coupe du Monde. Quand on voit les restrictions que les États-Unis est en train de mettre contre des pays qui sont qualifiés à la Coupe du Monde et qui vont empêcher les populations à aller supporter leur club dans l'équipe nationale durant la Coupe du Monde, ça c'est incroyable. La Côte d'Ivoire, ton pays, il a été carrément interdit de visa pour la prochaine Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, Christian, Canada. Toi aussi pour Haïti. L'Algérie, ils n'ont pas interdit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre, si les Algériens veulent avoir un visa pour aller voir la Coupe du Monde, ils doivent jusqu'à $15,000 de caution. Donc, tu es obligé de mettre, qui a $15,000 de mettre ça sur côté et en plus, aller payer le voyage, l'hôtel et tout. Donc, c'est comme si on te dit, non, ne viens pas. Et ça devient plus une Coupe du Monde, ça devient une coupe. Le Brésil, qui est la meilleure équipe du monde. Donc... Oui. Il y a des restrictions également pour les Brésiliens. Alors, vous imaginez? C'est incroyable. Ça devient plus une Coupe du Monde, ça devient le pays qui organise, il a le droit de dire ce qu'il veut. Non, la FIFA devrait mettre des conditions. Si tu veux qu'on t'octroie l'organisation d'une compétition internationale, tu dois faciliter l'accès aux supporters. Je sais que tu as le droit de traiter les demandes de visa, c'est normal, de voir si quelqu'un a des antécédents, que ce soit dans les crimes ou même éventuellement dans autre chose, mais à un certain moment, tu peux pas interdire à toute la population d'y aller. Traite les visas, traite les demandes. Tu dois laisser une partie des supporters aller voir leur équipe.
quand Bien même. sûr. D'accord, Oui. Paul, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Ben, parce que le temps file, j'écoutais les conversations et je me disais, sociologiquement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le sport n'est pas une exception comme domaine social, je dirais. Et souvent, dans les conversations, comme on a eu aujourd'hui, on s'étonne de certaines choses, comment le politique s'invite, comment l'argent s'invite. Mais le domaine du sport n'est pas une exception par rapport aux autres domaines. Absolument. Dans nos sociétés capitalistes, les plus puissants, les plus riches dominent toujours. Et c'est ça la grande déception chez le peuple, c'est que au moins laissez-nous le sport. Ouais. Arrangez-vous avec vos industries, vos profits sur des banques, etc. Ouais. Mais laissez-nous le sport. La joie. Laissez-nous la joie d'être pauvres, Mais d'être misérables, un peuple mais d'être peut gagner. capable d'aller C'est-à-dire, une équipe d'aller d'un voir pays le pauvre foot, peut gagner. d'amener mon fils ou ma fille voir le... Mais quand les prix des billets sont 120 Absolument. comment voulez-vous que la population puisse... Alors, c'est ça la révolte des peuples. Le peuple est prêt à faire un certain nombre de compromis, mais laissez-leur le sport. Si un dirigeant n'a pas compris ça, il fera pas long feu en politique. Justement, je il suis y a complètement les d'accord. chiffres du salaire du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui sont sortis justement dans la presse, je crois que c'était hier ou aujourd'hui. On parlait déjà des chiffres qui s'approchaient du million avant sa prise de fonction et actuellement qui dépassent le million. Ça, c'est les chiffres déclarés. Les chiffres déclarés en plus. Ok. Est-ce que on se Et les on non retourne déclarés, pas, on les connaît ou pas? est-ce qu'on retourne pas vers une gestion à la Sepp Blatter? Ben, on est en train, on pire. Je dirais pire que la gestion de Sepp Blatter. Je dirais pire. Parce qu'on est en train de voir vraiment un sport complètement perverti par l'argent. Oui, surtout avec l'achat des présidents des fédérations, parce que L'achat de vote. l'achat des votes. Alors, les présidents des fédérations sont considérés comme vice-présidents de la FIFA. Oh. Ils ont un droit de vote. Donc, ça s'achète aussi. Donc, ça s'achète. Pour Donc, faire passer des décisions, pour faire passer des... Et il y a eu, surtout dans la zone des CONCACAF, où se trouvent le Canada, les États-Unis, il y avait un scandale pendant le mandat de Sepp Blatter. Donc, le président de la CONCACAF a été exclu. Cette raison. Donc, Alors, imaginez lorsque il n'y a plus d'espace pour la population, il n'y a plus de soupape pour la population, pour, je dirais, exprimer leur frustration Oui, ils de vont la dans vie les quotidienne. stades, exactement. De la vie quotidienne. Tous les jours, on travaille, on fait 9 heures, 10 heures, 12 heures de travail. On veut se changer les idées. On veut va au stade. exprimer, on va au stade. On peut plus le faire. Alors, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir Absolument. sur je la suis paix complètement sociale? d'accord. En plus en plus de ne plus aller au stade, maintenant, encore une fois, avec tout ce qui est paris sportif, enjeux C'est des truqué. clubs, prix des joueurs, remise des ballons d'or, tout ça, on arrive par exemple, moi, depuis, je crois, 2018, la cérémonie du ballon d'or, je la regarde plus. Pas parce que je suis un fan de Cristiano Ronaldo ou autre, mais il y a beaucoup de triche, beaucoup de favoritisme. Il y a des joueurs qu'on aime, à qui on donne des trophées, pour qui on change des règles pour que les trophées s'appliquent à eux, et d'autres personnes pour qui, quand ils arrivent à avoir ces trophées-là, on change les règles. Pour cette année, justement, en 2020, j'ai toujours pas digéré le fait que Lewandowski ne gagne pas le ballon d'or. Ils ont, juste à cause du coronavirus, en disant que les matchs n'ont pas été... c'était les joueurs qui sont Mais c'est sacrifiés. qui décide, qui vote pendant la cérémonie les du Ballon d'Or? journalistes. C'est les journalistes. C'est les Moi, journalistes. tant que et c'est des voix qui s'achètent. Donc Exactement. c'est des personnes. Moi, tant qu'on le Ballon d'Or, il faudrait qu'on fasse un système où on ouvre le vote électronique. Maintenant, on a la technologie pour en faire en sorte que c'est le supporter lambda, toi, moi, le simple citoyen, qui peut voter sur son meilleur joueur de l'année dans tout le monde. On peut organiser un vote mondial pour désigner le meilleur joueur de l'année 2025, 2026 ou 2024, 2025 par exemple, en faisant en sorte que tout le monde vote. On rentre sur une plateforme et tu as la liste des joueurs et tu votes. Là, je croirais plus à cette compétition. Mais là, Même là, Wissam, il y a de la subjectivité. Bon, c'est vrai Exactement. que pour le Ballon d'Or, c'est les journalistes, mais il y a les entraîneurs aussi, les capitaines. Les capitaines qui qui votent. Mais quand on
nous ça aux supporters. Donc il y a beaucoup de chacun votera pour l'équipe dont il est fan, tout simplement. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Les États-Unis qui ont 350 millions d'habitants. Mais comment dire, c'est des choix. Moi, par exemple, quand je vois un joueur qui me plaît, c'est vrai, il y a la passion, il y a le fait que, par exemple, il soit mon compatriote. C'est vrai que je pourrais, mais il y a des choses que tu peux pas. Maintenant, par exemple, si on me dit compare Mahrez à Messi, je peux pas être objectif dans ça. Je dirais toujours que c'est Messi meilleur que Mahrez. Donc il y a un classement qui doit se faire, malgré que Mahrez est un compatriote. Donc non, je pense pas que ça va toucher à la légitimité de ce vote. Par contre, quand c'est des journalistes et des entraîneurs, je pense que c'est limité à une certaine catégorie. Et quand tu limites, tu ouvres justement la possibilité et le fait qu'il peut y avoir achat de vote, mais quand c'est ouvert, tu peux plus gérer ça. Et c'est que le meilleur gagne. Oh, je m'en fous. Moi, on a voté pour certains, si un nombre de votes, si par exemple dans le monde, il y a 50 millions qui ont voté, si c'est qu'à 25 millions qui ont voté pour un joueur, c'est lui le champion. Donc tu es pour la démocratie dans le sport. La démocratie également dans le sport, absolument. Et donc, on va faire un dernier tour de table avant qu'on termine. Est-ce que vous aurez une idée ou un mot que vous pourrez, une pensée justement, qui selon vous pourrait, je dirais pas forcément résoudre, mais qui pourrait en tout cas ramener une certaine sorte d'équité dans le sport d'un point de vue social? Moi, je pense que, encore une fois, le sport fait pas exception à ce qui se passe dans les autres secteurs de la société. C'est ce qui se passe, on peut prendre le sport comme un laboratoire de ce qui se passe ailleurs dans la société. Et donc, quand il y a des problèmes, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans la société aussi. Et si on vit dans une société où il y a de la triche, on remet en question la légitimité du fonctionnement et des règles, ça veut dire que la confiance dans les institutions en général est remise en question. Et on vit dans des sociétés où il y a une remise en question de la confiance dans nos institutions sociales. Donc il faut redessiner peut-être la société telle qu'on la connaît. Il faut redéfinir le rapport de confiance. Il y a eu trop de déception dans les sociétés démocratiques, je dirais, en Occident. Trop de déception. Et ce qui fait qu'il y a des personnes comme le président américain qui pourquoi tu dis pas je dis pas son nom. Il mérite pas qu'on le nomme. Le président américain, il mérite pas qu'on le nomme, qui fait en sorte que lui il dit de toute façon les règles, on lui a posé la question. Hey, les règles de fonctionnement à l'échelle mondiale, les politiques, il dit j'ai pas besoin de ces règles. Ouais. J'ai pas besoin de ces règles. Vous voyez? Le droit international. Quel est le message qu'il envoie à la population? Je m'en fous du droit international. Le droit international, je m'en fous. J'en ai pas besoin. Vous voyez? Alors, on reproduit ce manque de confiance et la population dit le président, il n'y a pas besoin. Moi non plus. Exactement. Moi non plus. C'est et là, la porte. On s'en va directement dans un mur, hein. Ça peut pas fonctionner comme ça. Moi, je pense que les États doivent continuer à investir dans le sport tout en gardant les sports à l'abri de la politique. Donc, il faut rester dans la sphère privée, mais les infrastructures sportives, ça revient de la responsabilité des États de mettre en place toutes ces infrastructures, mais la gestion du sport, ça doit rester à l'abri de la politique. Ça sera compliqué parce que même dans la religion, la politique s'invite maintenant. Oui, dans le sport, c'est compliqué. Et pour terminer, moi aussi, je suis toujours, je suis ce que tu viens de dire, James. Les États doivent investir, doivent promouvoir, doivent mettre de l'argent dans le sport pour le développer, mais sur le terrain, gagner doit se faire d'une manière équitable. Parce qu'un champion doit être un vrai champion. Une fois que tu as gagné, si tu n'as pas gagné et que les gens regardent et que ta victoire est faussée, indéniablement, l'histoire retiendra que tu n'as pas été un vrai champion. Et ça, c'est important. Ton héritage est taché et c'est un peu ça le message final qu'on va retenir aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup pour cette belle conversation. Ce fut une très très
longue et belle conversation. On n'a pas eu une seconde de pause tellement que c'était... C'est passionnant le sport. Hein. Exactement. Très passionnant. D'autant qu'on n'a pas parlé du tennis. C'est exactement vrai. On n'a pas parlé beaucoup de sport, désolé. On s'est plus concentré sur le basketball et en majorité le soccer aussi. Oui. Mais je pense que oui, certainement, on aura l'occasion de pouvoir développer certains autres sports dans l'émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. C'était Discussion sociologique avec Paul. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.